The general theme of the festival is Notes from Home, Recurring Dreams, and Women's Voices. In many ways, it captures your offering to the festival. You are an African woman telling a story about your home, and the story begins with a conversation between you and your father. And yet, the whole project is you giving voice to a recurring African dream for development that turned into something more sinister: mountains of poisonous debris, wells of contaminated water, a place that is misnamed but grows into a city that is unsafe for its inhabitants. What moved you to tell this story, and why did you choose the medium of film to tell it? Et bonjour, je m'appelle Amina Ouera, je suis réalisatrice nigérienne. Et tout d'abord, en fait, je dirais que je n'ai pas choisi le cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi. Parce que moi, après mes études, je n'ai pas du tout pensé que j'allais faire du cinéma. À Arlit, dans la ville où j'ai grandi, il y a deux mines, une à ciel ouvert et une qui est souterraine. Donc, on était allé visiter les mines et j'étais étonnée de voir, en fait, c'était pas la vision qu'on avait des mines. Parce que nous, quand on était petits, on pensait qu'en fait, les mines, c'était comme des bureaux, en fait. On pensait que notre père travaillait dans une entreprise, comme la banque, en fait. Et là, j'étais étonnée de voir que c'était un trou. Et quand on était rentré dans cette mine-là, je me suis sentie très éprouvée. Et j'ai été tellement fascinée par le travail de ces braves hommes-là. Et à ce moment-là, je venais juste de commencer à faire mes études en cinéma. Et quand j'ai visité ces mines-là avec mon père, je me suis dit, ah, ça serait bien de faire un film sur ce monde-là, parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui le connaissent. C'est seulement les personnes qui travaillent dans ces mines qui connaissent ce milieu-là. Je me suis dit, ça serait intéressant de faire un film là-dessus pour rendre hommage à mon père qui a pu quand même sacrifier une partie de sa vie pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et je me suis dit que je vais leur rendre hommage. Et donc c'est à ce moment que j'ai commencé à écrire le projet sur comment faire un documentaire sur l'activité minière. Et là, plus je m'intéressais à cette thématique des mines, plus je découvrais pas mal de choses. Quand je dis pas mal de choses, je parle plus du danger même de cette activité-là, que ce soit danger sanitaire ou même sur l'environnement. Et il s'agit évidemment de la radioactivité. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est une activité qui dégage de la radioactivité et qui est néfaste pour notre santé. Je me suis dit, le film, ça sera plus sur les conséquences même de cette activité-là, que ce soit sur la santé de la population, sur l'environnement, mais aussi sur la santé des travailleurs. Et donc là, c'est en ce moment que j'ai commencé à écrire le film sur cette thématique. Et évidemment, pourquoi j'ai choisi le cinéma? Parce que je trouvais que, en fait, c'est à travers le cinéma qu'on peut raconter certaines histoires. Parce que si on filme, le fait de filmer ma ville, c'est en même temps, ça laisse une empreinte. C'est aussi une archive. C'est comme si je suis en train de poser un miroir et de refléter les réalités qui vit ma société. Donc en fait, pour moi, le cinéma, c'était un moyen le plus, le plus idéal pour raconter son histoire, pour refléter la réalité et également pour s'exprimer. You are telling a story of devastation, not only on the body of the landscape that is destroyed to extract a metal used ultimately for killing, but on the bodies of the people who worked the landscape, who were being made sick and killed by it. This is a story of death, of suffering and exploitation. It is pretty heavy stuff. Yet the heaviness does not overwhelm. There is, in fact, a quietness to the devastation. Tell us about that handling of weight. Was this something you thought about as you designed your film? Et en fait, cette thématique, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est assez lourd
comme histoire, c'est assez dévastateur. Mais en fait, c'est parce que ces dangers-là est devenu comme une sorte de quotidien pour la population. Et ils vivent quotidiennement avec cette peur-là. Et il y avait un moment où le fait même de parler de l'activité minière, c'était devenu un tabou pour la population. Que s'il faut parler même de l'activité minière, c'est seulement les gens qui travaillent dans cette mine-là. Donc à un moment donné, ils considéraient déjà la société qui exploite de l'uranium comme étant une sorte de, je ne sais pas, demi-dieu. Donc c'était vraiment quelque chose dont on n'en parlait pas beaucoup. C'était petit à petit, avec l'arrivée des ONG, la création de certains syndicats, que la question a commencé à être soulevée. Mais donc, le fait qu'on ne parle pas trop, parce que si on en parle, on risque de se faire enfermer et tout. Donc, la population a pris l'habitude de vivre avec cette peur, la fureur-là qui règne autour de la ville. Avant, c'est vrai, ils n'étaient pas informés, ils ne connaissaient pas les dangers de l'activité, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être contaminés par la radiation. Mais quand ils ont commencé à prendre conscience, ils se sont rendus compte en fait qu'il ne fallait pas en parler. Parce que si tu en parles, on peut facilement te faire enfermer. Et comme la plupart des populations qui sont là, c'est des personnes qui n'ont pas de pouvoir entre griffes. Donc, ils n'osaient pas en parler. Et quand on prend par exemple la société qui exploite de l'uranium, c'est Areva, c'est une grande puissance mondiale et qui peut facilement t'écraser si tu oses dénoncer ces types de pratiques. Et puis vous savez, en Afrique, on a tendance à tout remettre à Dieu. On se dit que, bon, on laisse tout à Dieu et que c'est Dieu qui va nous venir en aide et tout. Et quand je prends le cas d'Arlit, et la plupart de la population d'Arlit, c'est des Touaregs. Et le peuple Touareg, c'est un peuple qui a toujours vécu dans une certaine souffrance. Par exemple, le fait de vivre dans le désert, il y a des fois où on est en manque d'eau, où on vit dans la poussière et tout. En fait, c'est un peuple qui a su vivre dans la souffrance. Et même quand il y a la souffrance, quand même, il garde cet esprit de joie de vivre. Et il y a toujours eu cette sérénité malgré les dangers qui nous guettaient. Et même dans la conception du film, j'ai fait en sorte qu'on sente cette quiétude-là dans la bouche de mes personnages et même dans leur vécu quotidien. Par exemple, quand vous prenez même la séquence du vent, quand même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre dans une tempête de sable, il ne pourra pas supporter. Alors que nous, comme on a l'habitude de voir tout le temps ces tempêtes de sable, c'est devenu presque notre quotidien. Vous voyez, même pendant la tempête, on voit des gens qui continuent à faire leur activité quotidienne, à se balader dans les rues. Donc vous voyez, en fait, on a fait de ces dangers-là, on a fait de ça notre quotidien et puis la vie continue. Is the wind a character or might it even be the main character in your film? Et le vent est un personnage de mon film. Et, au moment de l'écriture, quand j'écrivais le projet, et c'était pratiquement même le personnage principal du film. Mais au fur et à mesure que j'écrivais le projet, et comme c'est un documentaire, évidemment, il y a des choses qui ont changé. Petit à petit, j'ai changé un peu la conception de l'écriture du film. Comme on est dans une zone désertique, c'était quelque chose qui était fréquent dans la région. On avait presque, je ne dirais pas tous les jours, mais on avait presque à tout moment des tempêtes de sable. Ça faisait partie de notre quotidien. Même à Arlit, en fait, on a l'impression que le vent aussi contribue à la propagation de la radioactivité. Parce que comme vous avez peut-être vu dans le film, c'est une tempête. Et ce vent-là, avec tous ces déchets-là qui sont exposés à l'air libre, ce vent-là fait la propagation de cette radioactivité dans la ville et aussi dans les villages environnants. À travers ces vents-là, je voulais également aussi montrer ces dangers qui guettent cette population-là.
Donc évidemment, comme vous l'avez peut-être constaté dans le film, j'ai essayé de faire en sorte que le vent aussi fasse partie de mes personnages dans le film. The word anger is in the title, and you give us opportunities to see the anger in the wind, especially in the scenes towards the end of the film. But we do not see a lot of anger from the people in the film who were the victims of several isms: racism, neocolonialism, capitalism, militarism, among others. What would you say to that? Or is there, and I'm not seeing it? C'était pour exprimer la colère à travers le vent. C'était pour exprimer la colère de cette population-là. Et comme vous l'avez constaté dans le film, on ne sent pas trop à travers les personnages cette colère-là. Et donc pour vraiment montrer l'ampleur du danger, pour montrer tous ces dangers-là qui guettent la population, il fallait mettre cette colère-là dans le vent. Dans la violence, dans le vent, c'est cette tempête de sable qui vient envahir toute la ville à la fin du film. C'est une société française qui exploite de l'uranium à Arlit. Et si vous voyez en France, presque tous les métros qui circulent, c'est grâce à l'uranium du Niger. Et toutes les ampoules, une ampoule sur 3 fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Donc en fait, à travers cette activité-là aussi, il fallait aussi montrer ces néocolonialismes qui continuent. Parce que le Niger, c'était un pays qui a été colonisé par la France. There is a tension in the story between the promise of development and the predation of profit-making, between the need to earn a living and how that living can subject us to exploitation. It is what has created the city of Arlit. Humanity, the world, overlives precariously on the point of this tension. Is there anything that makes the way it happens in Arlit specific and different from anywhere else? Si nous prenons le cas d'Arlit, Arlit c'est une ville qui a été créée de toutes pièces parce qu'avant c'était un campement et c'était un campement de Touaregs qui vivaient leur vie paisiblement et il y avait eu la découverte de l'uranium. Et des gens sont venus installer des machines et ce campement-là s'est vu et son environnement arraché par une société. Et pas que arraché, il a vu également une sorte de transformation parce qu'ils ont transformé de manière négative leur environnement. Et je dirais que déjà, depuis le début même de la création de cette activité-là, on sent que les peuples qui étaient présents en ce temps-là étaient contre l'installation de cette mine-là. Et évidemment, au fil du temps, ils se sont rendus compte que voilà, jusque-là, c'est une activité qui ne fait que leur apporter du malheur. Parce que jusque-là, il y avait une redevance minière. Malheureusement, c'était quelque chose dont la population n'en profitait pas. Parce que normalement, il y a une certaine taxe qu'on devait reverser à la ville pour son développement. Aujourd'hui, il y a quand même des jeunes qui ont étudié, qui se rendent compte du profit peut-être qu'on peut avoir à travers cette activité-là et qui commencent à revendiquer. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas aussi l'appui de nos États, c'est des choses jusque-là qui sont difficiles à être réalisées. There is a mysterious character in the film who you approach and, in a way, make a confession to about your fear of him. What was the significance of this character for you? Why did you include him in the story? Et ce personnage-là, il y a un personnage assez mystérieux dans le film. Je dirais pas qu'il est mystérieux parce que pour moi, c'était un personnage assez esthétique dans le film. C'était un personnage que j'ai découvert pendant le tournage. Bon, et on s'était dit qu'il avait un regard assez expressif, et que ça serait intéressant de faire la séquence avec lui. Et sincèrement, en fait, c'était plus pour donner un peu de l'esthétique au film. C'était vraiment de l'esthétique dans le film. C'est pour donner un aspect assez poétique avec ce personnage-là. Et c'est un personnage que je ne connaissais pas et évidemment, il ne comprend pas la langue. On n'a pas la même langue, c'est un étranger et il ne comprend pas du tout la langue que je lui parle. Who are the filmmakers that inspire your work?
Parmi les cinéastes que j'admire beaucoup et qui m'inspirent, il y a Abdrahmane Sissako. Et pourquoi Abdrahmane Sissako? C'est un réalisateur malien et mauritanien aussi. En fait, c'est un réalisateur qui a beaucoup filmé dans les déserts. Et moi, comme je suis une fille du désert et que la plupart de mes films sont faits dans les déserts, j'aimais bien sa manière de raconter les histoires dans les déserts, sa manière de filmer le désert, le sable et même les tempêtes. Et ça, j'aime bien, surtout dans la couleur de ces images, dans la température et tout. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, surtout quand je faisais ces films-là. What are the other sources of your aesthetic, and how would you describe that aesthetic? Et généralement, quand je fais mes films, j'essaie de lire beaucoup, surtout les poésies. J'aime bien lire les recueils de poésie. Et aussi, je regarde beaucoup de films, surtout les films qui parlent du désert. Et aussi, en tant que cinéaste, je me dis que la meilleure façon aussi d'avoir de l'inspiration, c'est regarder des films. How would you locate yourself in the tradition and history of African cinema? On parle du cinéma africain. Dans chaque pays et en chaque réalisateur, il y a une manière de raconter l'histoire. Et moi, quand je fais mon cinéma, quand je fais mes films, j'essaie d'apporter une touche personnelle, de la création personnelle qui peut être, qui vient peut-être de moi. Et même si peut-être il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, il y a quand même une touche qui me ressemble. Moi, quand je fais mes films, je fais en sorte, par exemple, de parler de ma culture, quel qu'en soit le sujet que je traite. Quand on prend la colère dans le vent, quand on voit ces femmes qui jouent du violon, ce violon, il est typiquement touareg. Et même cette musique-là qui est un peu mélancolique, elle est typiquement touareg. On ne dira pas que c'est africain, mais on dira que c'est touareg. Il y a, en chaque réalisateur, il y a un peu sa touche personnelle qui ressort. Il y a son cinéma à lui en tant que réalisateur. What other stories do you want to tell, and are you working on something new? Là, en ce moment, je travaille sur un autre film documentaire qui parle de migration et aussi de nomadisme. Parce que moi, en tant que Touareg, les Touaregs, c'est des nomades. Et pour moi, le nomadisme, c'est aussi une forme de migration. Et mes grands-parents, c'était des perpétuels nomades, c'était des gens qui s'est déplacés beaucoup, qui vont d'un pays à un autre, qui ont fait pratiquement le désert de fond en large. C'est vrai, à travers le cinéma, on raconte une histoire. Et quand on raconte une histoire, on aimerait bien qu'elle voyage. Et quand elle voyage, donc on la fait connaître, on fait connaître nos histoires, nos réalités, nos cultures. Et à travers les films que je fais, j'essaie de parler des problèmes qui minent nos sociétés, mais aussi en faisant valoir ma culture. Et donc le film que j'ai fait, c'est un peu sur la migration, mais également je parle aussi du nomadisme.